À ceux qui agissent hors la loi, vous avez 1 mois pour vous rendre. Le nouveau président élu de la Colombie, Abelardo de la Espriella, lançait un avertissement aux groupes rebelles dissidents, organisations criminelles et autres forces armées non étatiques prêts à le défier. Selon de la Espriella, un jeune homme fougueux mieux connu de ses partisans sous le nom d'El Tigre, le conflit armé interne qui dure depuis des décennies en Colombie a assez duré et maintenant un vrai leader arrive pour mettre de l'ordre dans ce chaos. Je cite à nouveau, « Dans mon administration, il n'y aura pas d'offres généreuses ni de concessions inacceptables comme celles qu'ils reçoivent du régime qui touche à sa fin. Maintenant, si vous êtes un rebelle colombien, un gangster, un narcotrafiquant ou un révolutionnaire, eh bien bonjour à vous, et eh bien vous avez 1 mois. Passez un accord avec le gouvernement sortant tant que vous le pouvez encore, ou faites la paix avec Dieu. » Abelardo de la Espriella est le dernier et l'un des plus bruyants d'une longue lignée de dirigeants latino-américains, ces hommes forts qui ont promis d'apporter la mano dura, la main de fer, à leurs patries respectives. Il va mobiliser l'armée, la police et toutes les institutions de l'État contre les cartels et veut qu'ils en soient conscients. Les factions armées de Colombie veulent prouver qu'elles n'ont pas peur et refusent de reculer. Si de la Espriella cherche la guerre, il la trouvera. L'homme avec le mandat. Ici, à Warfront, nous préférons généralement respecter la différence entre spéculation et prédiction. Bien sûr, lorsque nous discutons d'une guerre ou d'une crise à travers le monde, il nous arrive de spéculer sur une série de résultats plausibles, afin que, lorsque les événements auront réellement suivi leur cours, nous ayons une compréhension plus claire de ce qui s'est passé et pourquoi. Faire des prédictions géopolitiques catégoriques est souvent le meilleur moyen de se ridiculiser. Dans ce cas, cependant, nous allons enfreindre notre propre règle et faire une prédiction claire à propos d'Abelardo de la Espriella. Il n'y aura rien d'ennuyeux dans sa présidence. Le président élu de la Colombie rappelle Nayib Bukele du Salvador, dont la répression et la transformation de la société salvadorienne sont devenues légendaires auprès de la droite latino-américaine, favorable à la fermeté contre la criminalité. De la Espriella parle comme Bukele, il propose des politiques comme Bukele, et il ressemble même à Bukele, à tel point que les deux pourraient probablement partager le même sosie. Mais sous d'autres aspects, de la Espriella est unique, ce qui pourrait montrer la philosophie profonde qui guidera ses opérations de sécurité. Avant sa carrière politique, il était avocat pénaliste et a défendu de nombreuses personnalités controversées de la région, dont des dirigeants politiques accusés de collaboration avec les paramilitaires colombiens et des commandants paramilitaires poursuivis pour trafic de cocaïne vers les États-Unis. Il a également défendu des intermédiaires politiques comme Alex Saab, un proche allié du président vénézuélien Nicolás Maduro et le principal financier du régime vénézuélien. Il a défendu gratuitement des policiers accusés de brutalité contre des étudiants universitaires et a fréquemment intenté ou facilité des actions en justice contre des journalistes. Il s'est également enrichi au passage, lançant ses propres marques de rhum et de vin et voyageant fréquemment entre la Colombie et Miami, où il a vécu plus de 10 ans avant d'obtenir la citoyenneté américaine en 2023. À en juger par son passé et son approche lors de la campagne, ce n'est pas un homme qui se présente comme un croisé moral, mais plutôt comme quelqu'un qui veut rappeler aux Colombiens qu'il est un combattant intelligent et rusé, bien habitué à la vie dans les tranchées. Il est étroitement lié à l'héritage militaire, paramilitaire et des forces de l'ordre de la Colombie dans sa lutte contre les nombreuses menaces internes du pays. Comme il l'a dit à un député colombien sur son podcast en 2025, je cite « Si j'avais été un paramilitaire, j'aurais pris un fusil et enfilé un uniforme, parce que j'ai le courage de faire ce qu'il faut faire. J'aurais été un vrai paramilitaire. Je ne suis pas fait pour les demi-mesures. » Il n'a pas non plus peur de se battre avec quiconque pourrait faire obstacle à ses objectifs, que ce soit des membres des institutions colombiennes, des organisations internationales de défense des droits, les médias ou qui que ce soit d'autre. Avant même son mandat, un débat existe parmi les commentateurs politiques colombiens et les spécialistes de l'Amérique latine à l'étranger sur la possibilité que de la Espriella renonce à plusieurs promesses de campagne. Par exemple, il a présenté son programme économique aux Colombiens en s'appuyant sur l'idée de mesures d'austérité radicales, à l'image de Javier Milei en Argentine. Mais en réalité, ses autres ambitions et les réalités de l'économie colombienne rendront probablement cette tâche assez difficile. Il a également promis des mesures majeures, comme la fermeture de 9 ministères et le licenciement de plus d'1 demi-million de fonctionnaires. Elon Musk serait fier, des promesses très difficiles à tenir, même avant d'être contesté en justice. Parfois, ces arguments reposent sur des calculs politiques, mais parfois ils sont davantage liés au caractère de la Espriella, un homme fort, macho et alpha dans l'image politique qu'il s'est construite, mais souvent une figure beaucoup plus insaisissable en coulisses. Ou, autrement dit, le genre d'homme politique qui pourrait abandonner certaines de ses promesses de campagne les plus difficiles lorsque cela l'arrange.
La plupart des observateurs internationaux s'accordent à dire que même si De la Espriella revient sur certaines promesses, il reste probablement sincère dans son intention de lancer des répressions sécuritaires à grande échelle. De la Espriella a aussi promis d'éradiquer la culture de coca en Colombie, de construire plusieurs prisons de haute sécurité comme la prison Sico au Salvador et de stopper les négociations avec les groupes armés colombiens, après que ces négociations se sont avérées inutiles pour stabiliser le pays. Pour l'électorat responsable de sa victoire, ces questions sont cruciales alors que la crise interne de la Colombie exige de meilleures solutions que celles du gouvernement actuel. Selon l'expert régional Javier Corrales dans America's Quarterly, les nouveaux venus adoptent souvent un populisme extrême. Ils scindent souvent l'électorat entre les bons et les méchants, laissant peu de place à l'entre-deux. Fin de citation. Pour De la Espriella et d'autres nouveaux dirigeants du continent, les démonstrations de force axées sur la sécurité restent un moyen fiable de rallier le soutien, donnant un temps l'impression d'un succès certain. Les premiers mois sont surtout dédiés à la mobilisation, au renforcement des effectifs de police, à l'usage de l'armée et à la recherche de victoires rapides médiatisées que l'administration précédente n'aurait sans doute pas poursuivies pour raisons stratégiques ou de corruption. Bien que De la Espriella tente sans doute d'appliquer ses plans de sécurité, nous devons aussi considérer les autres facteurs auxquels il sera confronté. Depuis qu'il a remporté la présidence, De la Espriella se comporte avec l'assurance d'un dirigeant qui aurait reçu un mandat national massif de la part des électeurs. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. L'élection en Colombie s'est jouée sur une marge très étroite, à peine moins d'1 point de pourcentage, soit environ 250 000 de voix au total. Au second tour, le rival de la Espriella, Iván Cepeda, candidat de gauche, a tenté de se démarquer de l'échec du plan de paix du gouvernement actuel en promettant de s'y engager davantage et de le mener à bien. Ce message ne séduisait pas les électeurs colombiens. Lors d'une élection où beaucoup voulaient m'en aller voter contre l'establishment, Cepeda a facilité la tâche, même pour ceux indifférents ou opposés à De la Espriella. Cepeda n'était pas non plus un adversaire particulièrement convaincant. De la Espriella est un véritable outsider politique. Au lieu de se concentrer sur lui, son parcours d'avocat ou ses liens avec des personnalités politiques et militaires douteuses. Cepeda a décidé de s'en prendre à la droite traditionnelle, qui à ce moment-là n'avait même pas de candidat dans la course. De la Espriella n'était même pas attendu au second tour, quelques semaines avant le premier tour. Sa progression tardive dans les sondages en tant qu'outsider peut être vue comme un signe d'élan, surtout après avoir encore gagné des voix au second tour. Mais il est aussi probable qu'il ne soit qu'un feu de paille politique, un dirigeant ayant dit ce qu'il fallait au bon moment, mais sans réelle machine politique pour rester pertinent et consolider son pouvoir après sa montée inattendue. De la Espriella a franchi les premiers tours grâce à une surprise de dernière minute, puis a affronté un adversaire faible au second tour, idéal pour le vote anti-establishment, mais il a tout juste remporté la victoire. Selon l'expert régional James Bosworth, c'était une élection de rejet et De la Espriella aurait dû gagner plus facilement. Le fait que De la Espriella ait gagné d'un seul point dans un contexte taillé pour le rejet du pouvoir en place montre à quel point sa coalition est fragile. Fin de citation. Il n'a pas non plus de majorité législative. Il va devoir s'allier à des partis politiques plus modérés pour faire passer quoi que ce soit au Congrès colombien. Il a clairement voulu contourner ce problème en gouvernant autant que possible par décret présidentiel et en déclarant des états d'urgence pour renforcer ses pouvoirs, mais il se heurtera alors à d'autres obstacles. Le solide système de contre-pouvoir de la Colombie est le pouvoir de son establishment politique bien ancré, dont De la Espriella ne fait pas partie. Comme l'a dit Sergio Guzman du Atlantic Council, une fois en poste, De la Espriella devra affronter de sérieux obstacles à la gouvernance. Et parce qu'il part d'une position de faiblesse relative, il va avoir encore plus de mal qu'il n'en aurait déjà eu à obtenir les grandes victoires qu'il avait promises pendant la campagne électorale. Maintenant, avant de parler des rebelles et des réseaux criminels qui se dressent sur la route de la Espriella, faisons une petite pause pour vous parler de notre site d'abonnés, frontstall.co, notre plateforme pour toutes les histoires auxquelles nous ne pouvons pas rendre justice ici, sur la chaîne principale, un endroit où nous pouvons aller plus en profondeur que jamais, ici sur YouTube. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les conflits et histoires géopolitiques importants pour vous. Outre notre couverture de l'Amérique latine, nous publions de nombreux articles sur l'Iran, l'Ukraine, le Soudan, le Sahel et d'autres régions, ainsi que sur les conflits mineurs souvent ignorés ailleurs. Si cet épisode vous intéresse, découvrez aussi l'épisode premium exclusif de mardi prochain sur le président équatorien répressif Daniel Noboa, version allégée de Nayib Bukele ou futur président à vie.
Nous offrons aussi plusieurs podcasts gratuits chaque semaine, dont notre table ronde sur le Moyen-Orient et le conflit iranien, ainsi qu'une newsletter bi-hebdomadaire par email. L'abonnement coûte 5 $ par mois, ou 50 par an, avec aussi de nombreux contenus gratuits si vous voulez regarder. C'est Front Stocko, on reprend. Une bataille impossible à gagner. Maintenant, malgré ses discours musclés et l'assurance affichée de sa campagne, de la Espriella semble risquer de commettre une erreur critique dès le début, sous-estimer la complexité immense de la mission qui l'attend. Bien sûr, il y a tous les défis logistiques et institutionnels. Vous ne pouvez pas construire 10 prisons de type si courte si vous ne trouvez pas les fonds, et vous ne pouvez pas déclarer un état d'urgence perpétuel sans passer outre les tribunaux et les législateurs qui vont essayer de vous en empêcher. Mais même si de la Espriella a une voie complètement dégagée devant lui pour mener la campagne à laquelle il tient tant, il serait rapidement obligé de faire face à une autre vérité dérangeante. Les factions armées en Colombie sont difficiles à éliminer. Elles sont des dizaines de milliers, attachées à la terre, aux communautés et aux économies illégales qu'elles ont développées depuis des années, et prêtes à se battre pour survivre. La principale faction rebelle. La principale faction rebelle en Colombie est l'ELN, une guérilla marxiste d'environ 6000 membres. Ils sont très actifs dans les régions reculées et frontalières de Colombie, menant une guérilla asymétrique difficile à contrer pour les forces gouvernementales. D'autres groupes rebelles incluent des organisations puissantes comme l'état-major central, dont la force est estimée à plusieurs centaines ou milliers de membres. Une grande variété de petits groupes, surtout des dissidents, poursuivent la lutte depuis que la principale faction rebelle, les FARC, a déposé les armes il y a des années. Ces groupes agissent sur des territoires qui se chevauchent, soutenus par les communautés et financés par des activités illicites. Il y a aussi les groupes criminels organisés, dont le principal est le clan du Golfe. Présent dans tout le pays, mais surtout puissant près de l'Amérique centrale, le clan du Golfe compterait plus de 7500 combattants dont beaucoup issus des mêmes unités paramilitaires qu'Abelardo de la Espada défendait. Ils gagnent des sommes incroyables grâce à toutes sortes d'opérations illicites et ils se sont forgés une réputation de violence particulièrement atroce tout en exerçant une influence considérable sur la politique nationale à travers de nombreux réseaux de corruption. D'autres groupes criminels, présents dans tout le pays, opèrent comme franchise nationale de grandes organisations transnationales telles que le Tren de Aragua ou le cartel de Sinaloa du Mexique, tandis que d'autres factions indépendantes exercent une forte influence locale. Comprendre cette complexité est crucial, car une grande part du programme sécuritaire de la Espriella repose sur l'idée que le modèle salvadorien de Nayib Bukele pourrait être appliqué à la crise interne colombienne, en utilisant des outils similaires pour obtenir des résultats comparables. Mais la crise interne de la Colombie est bien plus compliquée que celle du Salvador ne l'a jamais été, et ce à bien des égards. Dans un épisode récent sur ce sujet, nous avons déjà évoqué le problème d'échelle. Le Salvador compte seulement environ 6 millions d'habitants sur un territoire relativement petit, tandis que la Colombie abrite 54 millions de personnes réparties sur une vaste étendue de terre qui comprend certaines des montagnes et jungles les plus dangereuses d'Amérique latine. Au Salvador, les gangs que Nayib Bukele voulait le réprimer étaient un surtout de rue, racketant les pauvres sans véritable lien avec des groupes criminels extérieurs. En Colombie, les principaux cartels, très dangereux, sont transnationaux et reposent sur des économies illicites complexes. Ce ne sont pas des gangs, mais de véritables syndicats aussi grands que certaines multinationales, représentant la moitié des groupes armés de Colombie similaires à ceux du Salvador. La multiplicité des groupes rebelles en Colombie rend la situation bien plus complexe que ce qu'a connu Bukele. Pire encore, l'armée colombienne et la police nationale sont absentes de certaines zones rurales dominées par les groupes armés. Alors qu'El Salvador faisait face à des criminels opportunistes, la Colombie doit affronter des institutions armées enracinées depuis des générations, liées aux communautés, avec de l'expérience et un héritage qu'elle refuse d'abandonner. Ainsi, en essayant de mettre en œuvre des répressions à la Bukele sur le sol colombien, de la Espriella ne devrait pas être comparé directement à Bukele, mais plutôt aux pays d'Amérique latine où les crises internes sont bien plus complexes. Prenons l'Équateur comme exemple, où le président récemment réélu Daniel Noboa a tenté de mettre en place une intervention à la Bukele, mais seulement avec un succès limité. Comme en Colombie, les factions criminelles équatoriennes, bien armées, sophistiquées et intégrées à de vastes réseaux transnationaux, affrontent les forces de sécurité de façon bien plus efficace que les gangs du Salvador. Prenez le Pérou, où des groupes criminels tout aussi complexes et transnationaux sévissent, mais où la crise sécuritaire a plongé le gouvernement dans un chaos chronique. Même comparé à ces pays, la crise colombienne est plus complexe, avec des groupes armés non étatiques, bien plus enracinés dans la nation.
Pour la plupart, les groupes armés de la Colombie semblent préférer attendre de voir comment les prochains mois vont se dérouler, plutôt que d'aggraver la situation. Cependant, lorsqu'ils s'expriment, ils ne paraissent pas vraiment inquiets. Un commandant du groupe ELN a déclaré à Reuters mi-juin, avant le second tour, que si de la Espriella accédait au pouvoir et lançait une offensive militaire, le ELN comptait résister. Pour citer le commandant, « Nous avons 62 ans d'expérience en attaque comme en défense et nous l'appliquerons comme toujours. Le ELN ne disparaîtra pas à cause d'une forte offensive. Soyez-en certains. » Fin de citation. Le clan du Golfe a suspendu pendant 3 mois la soi-disant taxe de guerre imposée aux habitants de plusieurs municipalités en signe de bonne volonté envers de la Espriella, alors que le groupe cherche à poursuivre ses pourparlers de paix. Bien que cela semble non conflictuel, la réponse du clan du Golfe ignore aussi ouvertement les menaces de la Espriella, allant jusqu'à les rejeter. Et à l'heure actuelle, ils ont de bonnes raisons de croire qu'il n'y a en réalité pas grand-chose à craindre. Pour les groupes armés, il y a tellement d'obstacles entre de la Espriella et son objectif qu'il est bien plus probable qu'il échoue. Peut-être parce qu'il n'arrive jamais à contrôler totalement l'État colombien comme il le souhaite, échouant à instaurer un état d'exception durable, ou se heurtant à des limites dans sa capacité à gouverner par décret. Il pourrait découvrir qu'il est difficile de mener une campagne militaire multidimensionnelle contre une demi-douzaine de grands groupes non étatiques à la fois, surtout dans des zones où l'armée colombienne est peu présente. Il pourrait restreindre ses opérations et se concentrer sur 1 ou 2 groupes à la fois, laissant les autres sans crainte. Ou il apprendra peut-être à ses dépens que les groupes de guérilla et grands syndicats, cachés dans la jungle et soutenus par des réseaux financiers et de contrebande transnationaux, peuvent être très résilients face à une offensive militaire. Les rebelles et criminels organisés de Colombie vont sans doute miser sur cette situation, mais ils pourraient m'en se tromper. Peut-être que de la Espriella peut vraiment tenir ses promesses, mais il est bien plus probable qu'il ait soit sous-estimé ses adversaires, soit surestimé ses propres capacités, ou les deux. Et si l'armée colombienne intervient sous le commandement d'un dirigeant qui a promis une guerre totale, sans possibilité de réconciliation, alors les groupes armés qui se sentiront menacés vont se battre dos au mur. C'est une guerre de stratégie aussi ancienne que Sun Tzu. Quand tu encercles une armée, laisse-lui une issue de sortie. De la Espriella a clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de faire cela, et s'il parvient à acculer le ELN, le cartel du Golfe ou l'un de ses autres rivaux internes, il doit s'attendre à ce que ces groupes se battent jusqu'à la mort. Merci d'avoir regardé.